Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séquence J'ai toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, J'ai toujours rêvé d'être s'intéresse à la profession de juge d'instruction luttant contre la grande criminalité financière. Bonjour Michel Claes. Bonjour. Alors vous êtes un juge d'instruction reconnu qui lutte contre cette grande criminalité financière. On va évoquer ensemble votre CV. C'est une sorte d'entretien d'embauche. Ça fait longtemps que vous avez pu un entretien d'embauche, que vous avez pu effectuer un tel exercice. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez toujours voulu devenir juge d'instruction ? Oh, pas du tout. D'accord. Alors vous vous désigniez à quoi alors avant, durant vos études Durant mes études, faisant des études de droit, forcément attiré à un certain moment par le barreau. Donc le barreau était, disons, la voie tracée. Et puis voilà. Et vous êtes devenu donc progressivement juge d'instruction. Pas progressivement, du jour au lendemain, oui. Ça m'est tombé dessus. Je ne m'y attendais pas du tout. Tout de suite. Je n'ai pas demandé, hein, je dis. Tout de suite, vous avez enquêté, vous êtes occupé de dossiers concernant la grande criminalité financière ? Oui, mais c'est parce que, de par mon passé comme avocat, tant dans la profession que dans l'enseignement, mais je m'y connais en matière financière, puisque j'enseignais le droit économique. Et donc, à partir de ce moment-là, le jour où j'ai prêté serment au tribunal de première instance, sans que je m'y attende un seul instant, on est venu me chercher en disant « Mais voilà, tu vas reprendre le cabinet de Jean-Claude Leys, à l'époque, qui était fort connu, et tu vas devenir juge d'instruction financier. » Je pensais que c'était pour la caméra cachée, en disant « C'est un GAC ». Pas du tout. Donc j'ai dit, vous savez, moi je ne suis pas pénaliste, ça c'est pas grave, c'est facile, effectivement. Pendant 4 mois, je me suis retrouvé en formation dans une chambre correctionnelle. Puis après, j'ai suivi la formation des juges d'instruction. Et puis, immédiatement après, je me suis glissé dans les pantoufles de mon prédécesseur. Maintenant, on va vraiment s'atteler à votre CV. Donc, nom Claes, prénom Michel. Vous avez d'autres prénoms J'ai 2 prénoms qui sont les prénoms de mes 2 grands-pères, Robert et Edmond. Et quelle est votre principale qualité en tant que juge d'instruction ? Il n'y a pas qu'une qualité. Hein. D'accord, mais si vous devez en citer une, eh bien, j'en citerai une. Primordiale. Je connais la matière. D'accord. Donc c'est une matière qui est complexe, que j'enseigne par ailleurs à l'université. Et donc je suis quelqu'un qui connaît cette matière et qui continue à informer des professionnels du chiffre, les étudiants, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est un cheval de bataille extrêmement important. Oh, mais ça paraît sensé. Bien connaître sa matière en tant que juge d'instruction. Elle est complexe, hein. Oui, j'imagine. Et surtout, elle touche différents pans de notre société. On va y revenir. Votre principal défaut, Michel Claes ? C'est un défaut que j'ai pas mal combattu. À un moment, si vous voulez, c'est une certaine forme sans doute qui vient des boulets qu'on traîne avec nous. Peut-être que je cherchais un peu trop l'unanimité. Disons que je n'aimais pas déplaire, jusqu'au moment où je me suis rendu compte finalement que l'unanimité, c'est l'ambition des médiocres, et donc il faut pouvoir assumer de ne pas être aimé. Et ça, je pense que j'y suis arrivé. C'est-à-dire qu'il faut oser être clivant ? Il faut oser être clivant, bien sûr. Vous avez aussi à côté une activité d'écrivain, hein, on va revenir aussi, mais j'aimerais vraiment qu'on s'attarde maintenant sur cette problématique, sur ce domaine d'activité qui est d'être juge d'instruction pour luttant contre la grande criminalité financière. Quel dossier, puisque vous en avez eu beaucoup, hein, êtes-vous le plus fier en tant que juge d'instruction ? C'est pas tellement une question de fierté. Donc, ce sont des dossiers qui aboutissent. Parfois, certains n'aboutissent pas. C'est pas pour ça qu'on n'est pas content de l'enquête. Hein. Il peut y avoir d'autres motifs que le ratage de l'instruction. Mais disons que je n'aime jamais parler de mes dossiers, mais disons qu'il y a des dossiers dans lesquels il y a eu des résultats financiers importants, mais surtout, il y a des dossiers dans lesquels la stratégie que j'appelle de la toile d'araignée a bien fonctionné. Donc, on tisse la toile d'araignée et évidemment, la mouche se prend dedans. Et donc, ce sont des dossiers un peu comme un jeu d'échecs. Hein. Donc, ce sont des belles enquêtes. Ce sont des enquêtes qui se font par des moyens techniques. Et c'est en matière financière que ça se passe. Et vous devez savoir que les techniques que nous utilisons en matière financière sont très proches des techniques qu'on utilise pour les recherches des assassins, par exemple. Ce sont les écoutes téléphoniques, ce sont les observations, etc. Donc, ce sont des techniques policières assez traditionnelles. Juridiction, bien entendu, sur la motivation des juges, hein, sur le contrôle des juges. Ça, c'est le rôle du juge d'instruction, c'est la légalité des poursuites, notamment. Et donc, c'est passionnant de temps en temps d'avoir effectivement ce jeu d'échecs où, en face de soi, nous avons et pas nécessairement des grands bandits qui sont des grands voyous dans le sang, comme on peut en avoir, par exemple, dans les carousels à la TVA. Ce sont vraiment des bandits terribles, terribles.
Pensez un peu à cette affaire des certificats carbone où il y a eu des tués dans ces dossiers. Hein. Donc, c'était donc le carrousel à la TVA sur les certificats de polluer. Il y a eu des films, ça s'appelle Le casse du siècle, c'est un bouquin. Eh bien là, on a travaillé dans les dossiers de ce type-là, avec des grands bandits. Mais de temps en temps, il y a des gens qui ne sont pas des grands bandits comme ça, mais qui sont des gens qui ont mis le doigt dans le pot de confiture, commis des grandes fraudes, et alors il faut les choper. On voit que c'est un peu... Il faut en tout cas faire attention aux détails dans votre profession. Et surtout à la légalité, hein, plus que les détails, c'est-à-dire la régularité des décisions que nous prenons, que la police va être amenée à prendre également sous le contrôle du magistrat. Michel Claes, il y a quand même une anecdote, j'imagine, puisque ça fait combien de temps maintenant que vous êtes juge d'instruction ? 21 ans, oui, 21 ans. Est-ce qu'il y a vraiment une anecdote, un moment où vous dites, tiens, voilà, c'est l'apogée de ma carrière ? En tout cas, où vous étiez quelque part fier de vous. C'est important aussi d'être fier de soi. Je dirais il y en a pléthore. Hein. D'accord. Disons qu'il y a des moments de très grands amusements aussi, parce qu'il n'y a pas que le côté réussite dans les dossiers, il y a aussi cette extraordinaire convivialité qu'on a avec nos collègues, les collègues du parquet et les policiers. Ce sont des gens qui sont merveilleux. Et donc, c'est plutôt en termes d'anecdotes, de temps en temps, des situations cocasses qui peuvent se produire. Comme lesquelles, par exemple je dirais se retrouver dans un pays étranger et tout simplement, au moment d'une perquisition, tomber sur ce qu'on appelle la montre en or, avec des policiers étrangers en disant « dites, c'est extrêmement intéressant ça ». Et donc, à ce moment-là, on ne s'attendait pas à un résultat immédiat aussi rapide et à ce moment-là aussi, avec les policiers étrangers, avoir ce plaisir d'aller chercher la personne concernée et l'entendre dans les locaux de la police en disant « dites, c'est quoi qu'on a trouvé là ?» et qui va bien plus loin que ce que nous nous imaginions. Ça, c'est très amusant. C'est quand on fait, dans ces perquisitions par exemple, on a l'expression que nous utilisons tous, que ce soit policier ou magistrat, on a fait « bingo ». D'accord, bingo. On a fait bingo. Alors on a fait bingo, et de temps en temps, faire bingo, c'est un pur hasard. Et quand le hasard se produit, alors là, c'est justement, c'est très amusant. Parlons du bingo, lors de ces perquisitions, quel bingo improbable vous avez trouvé Je peux difficilement le dire, parce qu'on le reconnaîtrait. D'accord, ok, d'accord. Mais disons, quand je parle de la montre en or, suivez la piste. D'accord, ça va. Vous êtes parfois aussi très critique dans les médias. On vous a souvent vu, lu dans les différents journaux, vu aussi dans des interviews de télévision, de radio, être critique à l'encontre des autorités politiques. Puisque souvent, vous dites que les autorités politiques, en tout cas, ne refinancent pas assez la justice, n'en font pas assez pour l'appareil judiciaire, pour que tout ce que vous faites puisse être vraiment opérationnel et porter ses fruits. Est-ce que vous avez l'impression parfois que vous travaillez pour rien ? Non, ça c'est pas vrai, parce qu'il y a des résultats. Ce sont des résultats qui sont trop petits par rapport à l'immensité des phénomènes que nous rencontrons. Il y a deux phénomènes qui ne vont pas du tout. D'abord, le phénomène de la justice elle-même. Donc l'institution judiciaire va très mal. J'ose même plus utiliser le terme pouvoir, parce que le politique lui-même nous traite d'institution, on n'a plus de pouvoir judiciaire. Donc vous êtes une administration alors ? Sûrement pas encore, j'espère, quoique je pense que c'est de temps en temps le souhait de certains. Mais disons que en termes de budget et de recrutement, c'est une catastrophe, en termes de bâtiments, en termes de modernité. Mais ça, tout le monde le dit. Bon, je veux dire, je ne suis pas le premier à le crier. Et donc, nous allons très très mal sur le plan judiciaire. Or, il faut bien se dire une chose, ce n'est pas le magistrat qui se plaint, mais en réalité, c'est la constatation que c'est le citoyen qui est victime de cela. Et ça, il faut le rappeler. Et deuxièmement, dans mon core business, si vous permettez l'expression, donc la lutte contre la criminalité financière, le phénomène de la criminalité financière a pris une importance considérable dans notre société, mais quand je dis considérable, au point que nous ne maîtrisons plus les flux d'argent sale. Nous ne les maîtrisons plus, et je ne parle pas d'un point de vue mondial. Ah oui, mais en termes mondiaux, on estime à 6 à 7% le montant du blanchiment d'argent, de la corruption. On a des fraudes comme le trafic de stupes qui rapporte le plus d'argent, où ce sont des centaines de milliers de dollars par an qui sont identifiés.
je parle dans le monde, vous avez des spécificités de criminalité financière en Europe. Les carousels à la TVA ont franchi les 200 milliards, la contrefaçon 300 et des milliards, la cybercriminalité qui nous mange entièrement, qui n'a pas reçu les petites tentatives d'escroquerie, et ça marche, jusqu'au plus grand hacking et phishing, donc c'est-à-dire les fraudes au président, on s'interpose par rapport à une maison mère pour piquer et vider les comptes des sociétés filiales. C'est tous les jours. Et nous assistons donc à un phénomène de brassage d'argent qui est, en termes de centaines de milliards, et là je parle en Europe, et donc en Belgique, vous imaginez la proportionnalité, elle est gigantesque, mais qui va s'ajouter aux produits des années précédentes. C'est ça le problème. Okay. Et donc cet argent a été précédemment blanchi. Vous avez donc des organisations criminelles qui actuellement vivent encore relativement cachées, mais qui un jour n'auront plus besoin de le faire parce que leur pouvoir sera tel que, à mon avis, et c'est ma crainte, qu'en réalité nous soyons face à une situation, je dirais, totalement irréversible, même sur le plan de notre société démocratique. C'est pratiquement la fin de l'état de droit, alors. Tout à fait, oui, mais nous y sommes déjà. Non, c'est fort ce que vous dites là. C'est exact. Enfin, je revendique tout à fait cela. C'est déjà la base. Écoutez, franchement, en toute sincérité, quand vous entendez les montants que je cite, on a besoin de combien pour gérer notre budget? On a besoin de... Qu'est-ce qui nous manque? C'est tout petit par rapport aux chiffres que je vous ai cités. Et donc, vous imaginez que... Et je devrais, moi, me contenter d'entendre des hommes politiques qui nient même l'existence de ce que je dis par rapport à l'importance des organisations criminelles. Ça n'est pas tolérable. Alors, le budget annuel de la Belgique, c'est un peu moins de 500 milliards. Donc, ça suffirait de lutter davantage contre cette criminalité. Mais il y a des recettes tout à fait légales, mais à un certain moment, il y a des trous. Et dans les trous, vous savez, le chiffre même du SP Finance, vous avez dans la simple évasion fiscale illicite 30 milliards par an. Et je vous parle de gens, entre guillemets, honnêtes, qui simplement ne déclarent pas leurs impôts. Le phénomène de la fraude sociale actuellement, qui prend des proportions que nous ne maîtrisons plus non plus, vous imaginez l'impact que peut avoir une fraude sociale, non seulement en non-paiement des cotisations sociales, impôts, etc., mais par rapport également à toutes les conséquences administratives que posent les faux contrats de travail, etc. C'est considérable. Michel Claes, pour revenir à votre quotidien en tant que juge d'instruction, le désinvestissement chronique de la justice qu'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant, concrètement, en quoi ça vous empêche de travailler ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Bien, l'exemple il est extrêmement simple. Actuellement, sur 5 dossiers que j'envoie à la police fédérale, 4 me reviennent en disant nous n'avons pas les moyens, en termes policiers, de les traiter. Donc vous n'avez pas assez de policiers pour collaborer à vos enquêtes ? Absolument. Et en même temps, vous avez le phénomène institutionnel dès lors, avec un problème de magistrats qui manquent tout simplement, et de fait qu'à partir de ce moment-là, vous avez des délais avant que les affaires soient traitées de manière telle qu'un jour elles ne le sont plus. Et les bandes organisées, les grands bandits... Ça continue. Ils vont très bien. Eux, ils vont très bien. D'accord. En même temps, on a l'impression que la grande criminalité financière a changé. Elle opère différemment. On voit les liens en plus avec les narcotrafiquants. On sait qu'il y a le port d'Anvers. Lorsque un port important s'installe dans un pays, en tout cas est présent dans un pays, autour d'une ville, on sait que le trafic de drogue sont plus facilement réalisables, si je peux utiliser cette expression-là. Il y a le port d'Amsterdam, il y a le port d'Anvers. On sait qu'il y a beaucoup de drogue qui s'écoule. Rotterdam énormément. Les ports français. Oui. Concrètement, vous avez l'impression que cette grande criminalité financière, oui ou non, elle a changé ? Elle n'a pas changé dans ses méthodes. Elle a par contre augmenté dans ses capacités, et notamment les capacités techniques. La technique est utilisée par ces organisations criminelles. Vous savez, pour blanchir l'argent, la planète Terre est une circonférence pour les organisations criminelles, tandis que nous avons toujours des frontières. Mais ce qui a changé, enfin ce qui aurait dû en réalité changer, ça n'a pas été le cas, c'est qu'avec Sky ICC, donc le dossier dans lequel on a craqué plus d'1 milliard de données dans les messages cryptés, où là c'est la preuve par A plus B que ça ne va pas. Et donc en réalité, ça a été le cas dans le passé, mais là on a véritablement sous le nez la preuve par A plus B que c'est une catastrophe. Nous le savions déjà, nous, mais non, les gens doivent le savoir. Mais ensuite, en sont-ils conscients ? Est-ce que le monde politique en est conscient ? À quel point c'est une catastrophe ? À quel point c'est une catastrophe ? La catastrophe, c'est les conséquences que peuvent avoir les fonds occultes
dans notre société par le pouvoir qui sont donnés aux organisations criminelles et par l'argent qui nous échappe, dont nous avons besoin, bêtement, pour notre démocratie sociale, pour l'enseignement, la culture, la justice, le chômage. Et ça, c'est de l'argent que nous perdons et qui va dans la poche des criminels. Et quand est-ce que les criminels vont prendre place dans notre société? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas quand vous savez pertinemment bien, et vous êtes au courant, que même des magistrats et des policiers sont menacés dans leur intégrité? Et parfois aussi la corruption aussi. La corruption est gigantesque, et donc là, elle atteint par contre effectivement aussi des plafonds, et Sky ICC a permis quand même déjà des arrestations assez spectaculaires, notamment au sein de la police, bien sûr. Et donc on se rend compte qu'en réalité nous sommes, et ça je l'ai dit et je le répéterai encore, la Belgique, comme la plupart des pays du monde, à part le Danemark peut-être, est un pays corrompu. Il faut vivre avec cela. Mais maintenant, il faut surtout vivre avec l'idée que ça suffit. Mais pour que cela suffise, il faut pour ça reconnaître le phénomène et donner les moyens de le combattre. Est-ce que la criminalité à col blanc, si vous me permettez l'expression, le white collar crime. Exactement, pour tout simplement désigner la criminalité financière, est-ce que c'était aussi, en tout cas les liens avec les narcotrafiquants étaient aussi importants qu'avant? Est-ce que ça a toujours existé ou alors... Oui, ça a toujours existé. En tout cas, depuis les années 80, je pense que les phénomènes sont en cours. Non, c'est pas neuf. Mais ça s'accroît. Ça s'accroît, d'accord. Ça s'accroît. En réalité, c'est l'accroissement qui nous inquiète aussi, et surtout le fait que vous avez un accroissement du phénomène et une diminution des moyens de le combattre. Vous savez, quand le procureur fédéral monte à la Chambre des représentants pour le crier avec le grand patron de la police financière, tout le monde dit « Ah oui, c'est terrible, il faut faire quelque chose. » Qu'ont-ils fait? Là, c'est une attaque à l'encontre encore des autorités politiques. Le mot des représentants politiques. Mais je dirais que par rapport aux représentants politiques, il faudrait quand même un jour les réveiller. Je dis, ça va, bon. Michael Claes, un jour les réveiller, ça c'est une phrase qu'on va retenir. Michael Claes, vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Parfois, est-ce que la réalité rejoint la fiction dans certains, oui, tout à fait. Dans le roman qui est paru au mois de novembre, c'est toute l'affaire Sky ICC avec le port d'Anvers, avec les mafias organisées, les mafias de type Perrin, avec des rites initiatiques dont j'ai bien aimé mettre ça en évidence, tout ça d'une réalité totale, et donc de temps en temps, oui. Et puis j'aime bien les âmes humaines qui n'ont rien à voir avec mon métier, donc c'est un mélange entre les deux. Dans ce livre, justement, vous faites état vous décrivez en tout cas une scène de torture. C'est la réalité? C'est la totale réalité, puisqu'on a trouvé le fameux container avec le matériel de dentiste. Un peu comme dans le célèbre film de Marathon Man, où Dustin Hoffman se fait torturer. C'est terrible, je ne sais pas si vous avez déjà vu une rage de dents récemment. Moi, bien, c'est affreux. Donc, c'est toucher vraiment, quand on dit toucher le nerf de la dent. Eh bien, oui, effectivement. Et là, effectivement, les policiers ont découvert une scène, ont découvert un lieu de torture. Est-ce que la violence, ce type de lieu que vous perquisitionnez, que vous découvrez, est-ce que ça s'accentue? Dans mon domaine, moi, puisque je m'occupe essentiellement des flux financiers, donc je m'occuperai plutôt de sites tels que les banques et autres. Ouais, bien sûr. Disons qu'il y a actuellement des gros dossiers dans Sky ICC, vous avez des arrestations, et là vous vous rendez compte de la violence que cela prend, et notamment lorsque les organisations criminelles mettent des contrats sur la tête des magistrats et des policiers, ce qui est le cas récemment. C'est votre cas? Non. Avant de refermer cet entretien, j'ai l'habitude de vous poser une question aux personnalités qui sont à votre place. Ce que vous n'avez jamais osé dire devant une caméra, ce serait quoi? Eh bien, je dirais que j'ai une profonde admiration, sans doute de tendance légèrement amoureuse pour une comédienne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cela. C'est une femme qui est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une comédienne d'origine belge. Moi, je trouve que nous avons un talent extraordinaire avec Virginie Efira et que je suis un de ses grands fans. Voilà. D'accord. Donc, ce que vous n'avez jamais osé dire... Voilà, maintenant j'ose le dire parce que vous m'avez posé la question. Okay. En réalité, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. Mais je n'ai aucun problème à le dire. Ok, on sera tout maintenant. Merci beaucoup, monsieur le juge. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être. On s'est occupé, en tout cas, de s'intéresser à la profession de juge d'instruction qui lutte contre la grande criminalité financière avec Michael Claes. Merci de nous suivre et à bientôt.